messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau le ministre de la Justice, Mohamed Ahmad Alabo. Il sera question au cours de cette émission du décryptage de la loi portant amnistie. Bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur le ministre, le Conseil national de transition a adopté la semaine dernière une loi portant amnistie générale. Alors, dites-nous d'abord qu'est-ce qu'une amnistie et son importance pour la population en cette période de transition. Le Conseil national de transition a adopté deux projets de loi. Deux projets de loi, toutes les deux sont relatives à l'amnistie. L'amnistie, par définition, quand quelqu'un est poursuivi par l'État, ou bien non seulement inculpé, mais jugé et condamné, donc l'amnistie arrête la poursuite et efface la peine. Quand vous êtes amnistié, donc même ce qui est inscrit dans votre casier judiciaire est effacé. Donc c'est-à-dire que l'amnistie vient de l'amnésie et donc on oublie tout ce qu'on vous reproche, ce qu'on vous a reproché, en vous poursuivant, en vous inculpant ou en vous condamnant. Donc c'est ça l'objet de l'amnistie, de deux projets, de deux lois, la loi 7 et la loi 8, adoptées par l'Assemblée nationale et promulguées par le président du Conseil militaire de transition, chef de l'État. Oui, et son importance en cette période de transition? Bon, vous savez que depuis que la transition a commencé, les autorités de l'État ont pris la décision de réunir tous les Tchadiens, tous les protagonistes tchadiens. Comme vous le savez, notre pays a une très longue histoire de conflits, de problèmes, de rébellions, de massacres, de tueries, ainsi de suite. Et donc, globalement, la violence s'est installée profondément dans notre pays depuis plusieurs années. Et je le disais tantôt devant les conseils de la République que la première fois que le sang des Tchadiens a coulé par la faute de l'État, ce fut le 16 septembre 1963. Ici, sur Charles de Gaulle, en face de la maison de feu Djibril Kheralla, beaucoup de civils sont sortis manifester, apporter leur soutien aux hommes politiques que le président Tongolwey voulait arrêter. Et ce jour-là, ce fut la première fois que, depuis le Tchad indépendant, on a massacré des Tchadiens sur la voie publique parce qu'ils manifestaient. Et depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés au Tchad de régler nos problèmes de façon pacifique. De façon pacifique, comme des êtres civilisés, quand on a des problèmes, on se réunit, on discute, on cherche les solutions. Mais malheureusement, ici au Tchad, la règle, c'est quand vous ne vous entendez pas, vous vous armez, vous mobilisez des hommes, des puissances amies, voisins, étrangères ou autres, soutiennent l'une ou l'autre des partis, et les Tchadiens se mettent à se bagarrer. Et nous avons atteint le paroxysme de la guerre quand, en 79 et 80, la guerre s'est déplacée dans la capitale. Monsieur le ministre, alors dites-nous quelles sont les infractions dont les auteurs peuvent bénéficier d'une amnistie, les infractions. Les deux lois 7 et 8 qui ont été adoptées par l'Assemblée et promulguées par le président concernent d'abord les personnes qui ont commis des actes délictueux contre les institutions de l'État. En 2015, le gouvernement tchadien a adopté une loi sur le terrorisme et l'enrôlement des enfants dans les formations politiques et armées, politico-armées. Et ensuite, dans le code, le tome 1 du code pénal, le livre 2,
du livre 2, le tome 1 du livre 2 du Code pénal, 12 infractions ont été citées et qui peuvent être amnistiées par les pouvoirs publics. Par exemple, les atteintes aux institutions de l'État, la lutte armée contre les institutions de l'État. Il y en a une panoplie, je ne voudrais pas dire des conneries, et donc je pourrais tout simplement inviter les uns et les autres d'ouvrir tout simplement le tome 1 du livre 2 du Code pénal et les 12 infractions sont citées. Et donc ce sont ces infractions-là qui ont été, sur la base desquelles 40 personnes ont été amnistiées. Et je disais tantôt qu'en 2005, le gouvernement tchadien a pris une loi adoptée sur le terrorisme et donc il y a des compatriotes tchadiens qui ont organisé dans des formations politico-militaires et ils ont attaqué le Tchad en février 2019 et donc ils ont été stoppés dans l'Inédit et donc tous ces éléments ont été pris sur le terrain et transférés à Korotoro où les magistrats ont été déplacés et c'est sur place, in situ, à Korotoro, qu'ils ont été jugés. Ils ont été jugés et condamnés. Et donc ce sont ces deux catégories de personnes qui ont été amnistiées. Amnistiées par les deux lois, la loi 7 et la loi 8. Oui, dans le projet de loi examiné par les conseils nationaux, sur la grosse des condamnations, l'on constate que la liste est incomplète. Quel sera donc le sort de certains de nos compatriotes dont les noms ne figurent pas sur cette liste jointe aux 10 projets de loi examinés par les conseillers nationaux? Non, la liste n'est pas incomplète. La liste, elle est complète. Non, parce que ça fait l'objet du débat. Oui, ça fait l'objet des débats parce que les gens ne savent pas de quoi il s'agit. C'est pourquoi, après février 2019, quand des gens ont été pris sur le terrain, transférés à Korotoro, on a fait déplacer les magistrats sur place, ils les ont condamnés, c'est sur la base de loi adoptée en 2015 sur le terrorisme et plus tard modifiée par la loi numéro 3. Mais beaucoup ne savent pas que le 7 juin 2018, le feu président Idriss Déby Itno a pris une ordonnance, l'ordonnance 19. L'ordonnance 19 a cité les 12 infractions que je viens de rappeler tout à l'heure qui se trouvent dans le tome 1 du livre 2 du Code pénal et qui, sur un intervalle allant de juin 1991, c'est-à-dire 6 mois après la prise de pouvoir par le MPS, jusqu'au mois de mai 2018, donc toutes les personnes qui ont commis ces infractions, n'est-ce pas, allant dans cette période-là, et toutes les infractions relatives aux 12 infractions citées, ils ont été amnistiés. Oui. Et amnistiés, si vous avez été amnistié, vous avez commis des actes délictueux contre l'État et vous avez été amnistié par cette ordonnance. Cela ne veut pas dire que si vous en commettez d'autres, vous ne pourrez plus être poursuivi. Et donc il y a des gens qui se trouvaient amnistiés par l'ordonnance 19 de 7 juin 2018, mais d'autres, parmi eux, ce sont eux qui ont organisé l'attaque de juin 2019. Donc ceux-là encore ont été une deuxième fois jugés et condamnés sur la base d'autres dispositions de la loi, à savoir la loi sur le terrorisme. Et donc ce sont ceux-là qui ont été amnistiés. En 2020 et en 2021, il y a eu beaucoup d'actions de forces politico-militaires, notamment dans la région de Korbol, qui ont été pris sur le terrain et qui sont inculpés et qui se trouvent à Klesem en ce moment. Donc ce sont ceux-là, maintenant, qui sont des prisonniers politiques et ils ont été pris après l'ordonnance 19 portant amnistie de la période allant de juin 1991 à mai
2018, n'est-ce pas, leur action contre l'État s'est passée après mai 2018. Et donc ceux-là, ils se trouvent arrêtés, inculpés à Clessing. Et ceux-là font partie des personnes amnistiées sur la base de la loi promulguée par le président, la loi 7. Ceux qui se trouvent à Korotoro jugés et qui ont attaqué en février 2019, eux-là, ils se trouvent à Korotoro, mais eux, ils ont été condamnés sur la base d'une autre loi. Et donc, il ne faut pas mélanger les gens. Et beaucoup de personnes, quand ils ne voient pas le nom de leurs parents, de leurs amis, de leurs ainsi de suite, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent. Et nous disons que à la date d'aujourd'hui, il n'y a plus de prisonniers politiques au Tchad. Il n'y en a pas un seul. Ou bien ces personnes ont été amnistiées par l'ordonnance 19, ou bien les derniers qui se trouvent embastés dans nos maisons d'arrêt l'ont été sur la base de la loi 7 et la loi 8 qui viennent d'être promulguées. Et donc, si quelqu'un a été, pour une raison ou une autre, dans l'intervalle de temps allant de juin 1991 à 2018, il se reproche quelque chose, même s'il a été condamné par contumace, il peut venir, les services du ministère de la Justice vont lui délivrer un acte de non-poursuite. D'accord. Un acte de non-poursuite, il ne sera pas poursuivi, il ne sera pas arrêté, il ne sera pas jugé. Et donc, on a, sur le plan judiciaire, tout a été balisé et les conditions requises aujourd'hui pour la tenue du dialogue national inclusif dans des conditions d'apaisement et de pardon. D'accord. Mais est-ce qu'on peut parler d'une amnistie à titre posthume? Nous prenons par exemple le cas de notre ancien président Hissène Habré. Peut-on parler d'une amnistie à titre posthume? Le président Habré a été jugé, pas par les instances judiciaires du Tchad. Il a été jugé et condamné, n'est-ce pas, par les chambres africaines extraordinaires. Et donc c'est une chambre supranationale créée par, comment dirais-je, les institutions de l'Union africaine et qui s'est en quelque sorte tenue à Dakar. Et donc ce sont des situations qu'on ne peut pas mélanger. Qu'on ne peut pas mélanger la situation, la justice organisée par les chambres extraordinaires africaines. C'est une justice supranationale qui a condamné le président Hissène Habré, une condamnation à perpétuité. Et donc le Tchad ne l'a pas jugé, ne l'a pas condamné, donc ne peut pas l'amnistier par conséquence. Et pour d'autres Tchadiens? N'importe quel Tchadien qui a été condamné à titre posthume, amnistié à titre posthume, amnistié, parce qu'il a des ayants droit. Hein? Et vous savez que parfois une condamnation a des conséquences, beaucoup de conséquences, et donc pour que ces ayants droit ne soient pas victimes des conséquences du passif de leur papa ou de leur tuteur, ou enfin quel que soit le décret de relation qu'ils ont avec, donc il faudrait qu'ils soient amnistiés aussi. Alors quel serait donc le mécanisme qui sera mis sur pied par le gouvernement pour la réinsertion socio-économique de ces amnistiés? Non, attention, vous avez, si vous avez lu la loi, les deux lois, la loi 7 et la loi 8 qui viennent d'être promulguées, l'amnistie ne vous donne pas droit, n'est-ce pas, à une reconstitution des carrières, à une réintégration de vos fonctions, et ainsi de suite. L'amnistie ne vous donne pas droit. Si vous avez, par exemple, sur le plan civil, vous avez affaire à quelqu'un, vous lui devez de l'argent, vous avez, enfin, n'importe quel problème dans la vie, c'est là, ce n'est pas parce que vous avez été amnistié, ça c'est l'État qui vous poursuit, qui vous gracie. Mais si vous avez d'autres problèmes au quartier, vous allez vous assumer, vous allez payer pour ce que vous devez aux autres.
Donc l'amnistie n'efface pas tout ce que vous avez commis comme acte répréhensible. Tantôt, selon l'homme de la rue, on parle de promesses à des postes de responsabilité à ceux qui doivent être, qui sont amnistiés. Ça, je ne suis pas au courant. Je ne nomme personne. Je suis responsable du ministère de la Justice. Donc, demandez à ceux qui nomment. Ils vous diront s'ils ont fait de telles promesses ou non. Moi, je ne suis pas au courant de telles promesses. Oui, monsieur le ministre, est-ce que le dit projet a été préparé de concert avec le ministère chargé de la réconciliation nationale et le comité technique chargé des négociations avec les politico-militaires, parce que cette loi est à la base de la réconciliation nationale, comme vous le dites? Non, vous savez que le gouvernement a adopté la structure générale des différents départements ministériels. Et à chaque département ministériel, on a listé ses attributs, ce dont il est capable, ce qu'il doit faire. Et donc, on ne peut pas mélanger les genres. L'amnistie, c'est l'affaire du ministère de la Justice et de la ministère de la Justice seul. Ça ne fait pas partie des attributs de notre département, ni d'autres institutions créées. Si on a d'informations à la recherche, on peut demander à toute personne pour nous aider à collecter des éléments d'information si c'est nécessaire pour le montage, n'est-ce pas, de nos dossiers. Mais les dossiers de l'amnistie, c'est un attribut du ministère de la Justice et uniquement du ministère de la Justice. Oui, actualité oblige, monsieur le ministre, d'ici le 15 février 2022, nous allons participer au dialogue national inclusif. Alors dites-nous, quelles sont les conditions prises pour permettre à ces amnistiés de participer aussi à ces dialogues nationaux inclusifs? Bon, vous savez que d'abord, il a été mis en place un comité chargé d'organiser le dialogue national inclusif, présidé par le ministre en charge du dialogue et de la réconciliation. Donc il a mis en place une équipe assez élargie, représentative des différentes, si vous voulez, composantes intéressées par la question. Il a été également mis en place un comité technique spécialisé dirigé par le président Goukouni, qui a été aussi chargé de gérer l'affaire des politico-militaires. Le premier groupe a sillonné l'intérieur du pays et l'extérieur du pays, rencontrant les diasporas et les différentes composantes de la nation à l'intérieur du pays. Et également, ils sont allés en France réunir les politico-militaires, ils sont allés, je crois, au Qatar, ainsi de suite, donc rencontrer les différents responsables politico-militaires. Et donc, un certain nombre de conditions ont été posées par ces responsables, donc à savoir l'amnistie, ce qui vient d'être fait par la loi numéro 7 et le numéro 8. Ils ont demandé à ce que leurs biens immobiliers soient restitués. Pas plus tard qu'il y a une semaine, un autre décret a été pris par le chef de l'État pour que on recense tous les biens immobiliers des responsables politico-militaires et autres, n'est-ce pas, pour que ces maisons soient d'abord identifiées, listées et ensuite restituées. Si ces biens sont occupés par des services de l'État, donc il faut que ces services de l'État libèrent immédiatement, n'est-ce pas, ces biens immobiliers appartenant à tierces personnes. Et donc ce travail-là est commencé et bon, une équipe travaille de manière intense pour régler cette question. Donc bon, si vous voulez, toutes les conditions sont en train d'être réunies pour que le 15 février, comme annoncé par le chef de l'État, donc le dialogue national inclusif puisse commencer. Oui, d'ici le 15 février, le dialogue national inclusif va commencer certainement. Monsieur le ministre, lors du débat, les conseillers nationaux ont sévèrement tiré à boulet rouge sur l'appareil judiciaire. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à votre ministère? Non, au ministère, on ne reproche rien. Ou bien à l'appareil judiciaire? L'appareil judiciaire, vous savez que c'est pas... quand on tire à boulet rouge sur le fonctionnement
n'est-ce pas, essentiellement, il faut appeler le chat par son nom, les tribunaux de première instance, les cours d'appel, la Cour suprême, ainsi de suite. Bon, certains sont allés plus loin pour dire que la route, le palais de justice qui se trouve à Ndiari est appelé Chari. Comme on appelle, ils ont trouvé un terme très péjoratif, oui. pour dire que Chari Dubaï, que tout se vend et s'achète. Bon, je pense que ce qui est dit par les uns et les autres n'est pas dénié de tout fondement. Je pense qu'il y a une part de vérité, il y a certainement des magistrats qui, bon, ne disent pas le droit, uniquement le droit, mais parfois ils sont motivés par d'autres raisons. Mais tirer à boulet rouge sur la justice et oublier toutes les composantes de l'État, je pense, de mon point de vue, ce n'est pas juste. Je voudrais tout simplement vous demander en tant que journaliste, est-ce que vous pouvez me citer un domaine de l'État ou un domaine social dans la vie où il n'y a pas injustice? Dites-moi, voilà, dans tel domaine, il n'y a pas injustice, tout est parfait, donc tout marche comme une montre suisse. Dites-moi. Non, mais le ministère de la... non, dites-moi. Citez-moi un exemple. Monsieur le ministre, ce qui a été beaucoup décrié, c'est... Nous savons. Mais pourquoi cette particularité de la Je vais vous dire. Moi, que vous voyez là, j'ai occupé plusieurs départements ministériels dans mon parcours existentiel. Vous allez dans les écoles. Les notes s'achètent. Les bulletins sont vendus. Les cartes scolaires sont vendues. Hein? Tout s'achète et se vend. Je ne dirais pas comment certaines personnes obtiennent des notes aussi. Sur le plateau, par décence, je ne dirais pas cela. Vous allez au ministère de la Santé, dans les formations sanitaires. On vole les médicaments de l'État. On arnaque les malades. Si vous venez, si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas pris en charge. Ainsi de suite. Si vous circulez dans le pays, il y a à peine quelques temps où le président du conseil militaire de la transition a tapé sur la table pour dire arrêtez les barrières. C'est de l'arnaque. Mais c'est tout le pays qui est gangréné comme cela, par la corruption, par la malfaçon. Et donc la justice là n'est pas une île isolée. Elle fait partie de l'ensemble du microcosme tchadien. Si l'ensemble de la société est gangréné comme cela, je ne peux pas imaginer un instant qu'une institution comme celle-là puisse échapper à cela. Le problème de la corruption dans notre pays est un problème réel. Il faut l'attaquer de manière frontale. Il faut l'éliminer. Tant qu'on ne règle pas ces questions de la corruption de façon globale dans notre pays... Comment le régler? Comment? Écoutez, il n'appartient qu'à l'État de le régler. Il faut que tous ceux qui trichent, tous ceux qui volent, tous ceux qui reçoivent de l'argent avant de rendre un service pour lequel ils sont déjà payés, voyez-vous? Et donc, il faut savoir sévèrement les punir. Il faut punir indistinctement. Nous sommes en phase de transition. Garde Sauve, certainement vous avez un message du fin fond de votre cœur pour adresser à vos compatriotes qui vous suivent en ce moment, qu'ils soient de la diaspora ou ceux de l'intérieur du pays ici. Non, moi je pense qu'en cette phase de transition, le vœu que je peux formuler, c'est celui d'appeler tous les Tchadiens à une vraie réconciliation de cœur et d'esprit. Il faut que tous on s'entende à l'occasion du dialogue national inclusif de ne plus recourir aux armes pour régler nos problèmes et nos différends. Voyez-vous, il faudrait tous qu'on se donne la main. Une main, pas de façade, mais de cœur, pour qu'on s'entende pour affronter le combat le plus difficile, celui de la pauvreté et de la misère. C'est ça le vrai combat qui mérite d'être mené avec d'autres armes. Armes
qui mobilise notre intelligence, notre capacité de réflexion et de projection sur plusieurs années dans l'avenir pour faire du Tchad un autre Tchad. Voyez-vous? Et donc, c'est à cela que moi je pense. Et pour ce combat-là, personne n'est de trop. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, je suis positivement impressionné du fait que beaucoup de Tchadiens qui étaient restés très longtemps à l'étranger, comme vous le voyez, chaque semaine, on annonce tel est arrivé, ses parents très contents vont à l'aéroport pour l'accueillir, demain c'est un autre, ainsi de suite. Et donc il faut que la porte soit ouverte à tous les Tchadiens, tous ceux qui veulent venir contribuer, n'est-ce pas, à la lutte contre la pauvreté et pour le développement. Donc on se donne la main pour cela. Et nous devons tous ensemble redessiner, faire un nouveau design du Tchad de demain. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est sur ces sages et utiles conseils du garde de Sceaux qu'il était question au cours de cette émission du décryptage des lois portant amnistie. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu.